Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce 8e épisode de Brut de Capteur. Et oui, ça fait déjà 8 semaines qu'on partage ensemble. Aujourd'hui, on va parler de la notion de profondeur de champ. Alors on en a déjà parlé un petit peu dans les vidéos précédentes, mais aujourd'hui, on va essayer d'en donner une définition simple et juste. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner en cliquant ici, ou me suivre sur la page Facebook ou encore sur le site brutdecapteur.fr. Pour moi, il est 7 h du matin, alors il va falloir être très indulgent les amis. Je vous invite à voir ou à revoir les épisodes 5, les épisodes 6.1 et 6.2 qui seront indispensables à la compréhension de ce que l'on va expliquer aujourd'hui. On va essayer de définir ce que c'est que la profondeur de champ de manière rigoureuse et ensuite on verra comment tout cela se traduit avec des schémas. Et oui, je suis tellement doué en dessin que j'ai décidé de vous en remettre. Bien sûr, on n'oubliera pas l'astuce de fin de vidéo et pour les plus courageux qui iront voir la vidéo jusqu'à la fin, eh bien nous aurons une petite devinette avec un cours gratuit à gagner. Définition. La profondeur de champ, c'est la distance qui sépare le premier et le dernier plan focal pour lequel un objet placé sur ces plans serait accepté comme étant net pour la vision humaine. Ok. Je crois qu'ils n'ont rien compris. Ne partez pas tout de suite, vous n'avez pas encore vu mes super dessins. Bon, alors pour faire simple, c'est la zone de netteté de votre image. En gros, la zone où votre image est nette. Dans cette image, par exemple, la profondeur de champ s'étend d'ici à ici. Et tout ce qui se trouve entre les deux est net. En revanche, on a parlé de zone de netteté, mais on va voir comment cela se traduit et à quoi elle ressemble. Et pour cela, on va parler de plan focal. Sur ce schéma, j'ai dessiné deux arbres et un bonhomme. Ah bah oui, je vous avais prévenu, hein. C'est pour ça que je suis photographe et pas dessinateur. Chaque objet est en fait sur un plan focal différent. Ici, en rouge, je les ai représentés de côté. J'ai fait des simples traits, mais vus de face, on aurait dessiné des rectangles, qui seraient face à vous au moment de la prise de vue. Un petit peu comme des murs imaginaires extrêmement fins. Ces plans focaux sont tous à une distance différente de votre appareil. Ils sont tous parallèles entre eux et perpendiculaires à l'axe optique de votre appareil photo. Il existe tout de même une exception avec les objectifs à décentrement, mais on ne va pas en parler puisqu'ils sont très rares et je suppose que vous n'en avez pas vu le prix que ça vaut. Eh bien, la profondeur de champ se traduit comme cela. Dans notre cas, imaginons que la mise au point soit faite sur mon premier arbre. Partons du principe que j'ai suffisamment ouvert mon diaphragme pour obtenir une profondeur de champ assez courte. Ça, on l'a vu dans la vidéo sur l'impact de vos réglages sur vos photographies, rappelez-vous. Eh bien, dans ce cas, j'aurai une profondeur de champ qui est tracée en vert ici. Elle s'étendra entre le premier et le dernier plan focal net, que j'ai dessiné en rouge. Si je place des objets sur ces plans, ils seront nets. Et tout ce qui sera compris entre ces plans sera net, comme mon premier arbre, par exemple. En revanche, tout ce qui sera en dehors de cette zone sera flou. Dans notre cas, le bonhomme est flou, tout comme l'arbre du fond. Ici, nous étions dans le cas d'une profondeur de champ relativement courte. Mais cette profondeur de champ peut être encore plus réduite, comme ici, ou encore plus grande, voire même totale. Dans le cas d'une profondeur de champ totale, tous les éléments de notre image seront nets. C'est souvent ce que recherchent par exemple les photographes de paysage. Et nous allons le voir maintenant, c'est vous qui décidez de la taille de votre profondeur de champ. Petit rappel, donc plus je ferme mon diaphragme, donc plus je vais vers des valeurs comme f8, f16, f22, etc. et plus ma profondeur de champ est grande. J'aurai donc plus de choses nettes dans ma photographie. A contrario, plus je vais ouvrir mon diaphragme, donc plus je me dirige vers des valeurs comme f4, f3.5, f2.8, 1.8, 1.4, etc. et plus ma profondeur de champ va se réduire. J'aurai donc de moins en moins de choses nettes dans ma photo. Tout cela, nous l'avons déjà vu ensemble dans la vidéo sur l'impact de vos réglages. Oui, mais voilà, l'ouverture de votre diaphragme est un élément qui détermine la taille de votre profondeur de champ. Mais ce n'est pas le seul. Il en existe deux autres. Le premier, c'est la distance de mise au point. En effet, si vous faites votre mise au point sur le bonhomme, ici, on a un réglage donné, par exemple f5.6 pour mon ouverture, eh bien, votre profondeur de champ sera plus courte que si vous faites votre mise au point sur l'arbre, qui lui est plus loin. Avec exactement le même réglage, partons par exemple pour 5.6. Pour faire simple, plus ma distance de mise au point est courte, c'est-à-dire plus mon sujet est près, et plus ma profondeur de champ sera courte.
A l'inverse, plus ma distance de mise au point est grande, c'est-à-dire plus mon sujet est loin, et plus ma profondeur de champ sera grande. Le troisième paramètre qui joue sur notre profondeur de champ, c'est la focale. Et oui, encore elle. Je vous invite donc à revoir la vidéo sur ce thème, c'est la vidéo de la semaine dernière, la vidéo numéro 7, il me semble, l'épisode 7. Si vous êtes un petit peu perdu, hein, si vous maîtrisez, pas de souci. Le principe est simple. Avec la focale, c'est pareil. Plus elle est courte, plus ma profondeur de champ est grande. Et à l'inverse, si vous zoomez, c'est-à-dire plus vous allez vers des grandes valeurs de focale, 90, 150, 200 mm, 300 mm, et plus votre profondeur de champ va se réduire. Il existe un autre paramètre. Ce paramètre, c'est la taille de votre capteur, qui lui va agir sur le cercle de confusion. Mais on ne va pas parler de tout ça car on rentre dans des notions vraiment très compliquées. Mais sachez que selon la taille de votre capteur, vous obtiendrez quand même, avec des réglages équivalents d'un appareil photo à un autre, des profondeurs de champ légèrement différentes. Exemple, dans l'absolu, si je voulais obtenir une profondeur de champ maximale, quels sont les réglages optimum? Eh bien, je choisirais un diaph le plus fermé possible, avec une distance de mise au point assez éloignée, même si on verra dans une autre vidéo qu'il ne faut pas non plus qu'elle soit trop grande, et en dernier lieu, la focale la plus courte possible. Et inversement, si je veux obtenir une profondeur de champ la plus courte possible, je choisirai un diaph le plus ouvert possible, avec un sujet le plus près possible, et une focale la plus élevée possible. Il y a aussi autre chose à savoir sur la profondeur de champ. Elle s'étend en général, et sous certaines conditions, sur 1/3 devant et 2/3 derrière le point de mise au point. Sur notre schéma, si vous avez fait votre mise au point sur l'arbre, ici c'est le point bleu, eh bien, la profondeur de champ s'étendra 2 fois plus derrière mon sujet que devant. On arrive presque au bout de cette vidéo et on va finir par l'astuce. Lorsque j'étais dans Paris 14e, il m'arrivait de donner des petits cours photo gratuits à des débutants. Dans ces petits cours gratuits, on me posait souvent la même question. On me demandait, Anthony, je viens d'acheter mon réflexe et je n'arrive pas à reproduire des flous d'arrière-plan comme j'ai pu en voir, en tout cas sur certains portraits par exemple, et j'aimerais pouvoir faire ça et je n'y arrive pas. Eh bien, le commun des mortels vous parlerait de profondeur de champ, comme nous venons de le voir dans la vidéo, et il aurait dans l'absolu totalement raison. Mais il oublierait aussi, bien souvent en tout cas, de vous parler de la distance du sujet par rapport à son arrière-plan. Et oui, si le photographe recule, tout en faisant avancer son sujet, eh bien ils vont s'éloigner tous les deux de l'arrière-plan, sans pour autant changer ni la distance de mise au point, ni par conséquent la profondeur de champ. Par contre, vu que l'arrière-plan sera plus loin, eh bien il sera beaucoup plus flou. Je vous montre ça en image tout de suite. Et pour ça, on va sortir un petit peu. Alors pour vous montrer l'effet que ça a sur vos photographies, eh bien on va faire le test. Donc j'ai pas trouvé de modèle, donc je vais utiliser mon D800 comme modèle. Vous pouvez imaginer que c'est une personne. Et donc on va voir ça. Alors souvent quand je donne cette astuce, on me dit oui mais toi tu as du matériel professionnel, du coup eh bien tu arrives à faire ton flou d'arrière-plan. Eh bien c'est faux. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel matériel. Ici j'ai un petit Canon, donc le Canon 1100D qui est maintenant un appareil photo un peu vieillissant et c'est un appareil photo débutant, donc entrée de gamme. Du coup eh bien on va voir ce qu'on peut faire même avec ça. Et vous allez voir que eh ben, on arrive quand même avec cette petite technique à tricher entre guillemets un petit peu et arriver à avoir des flous d'arrière-plan vraiment très intéressants. Donc voilà, j'ai placé mon appareil contre le mur où je vais faire une première photo. Allons-y. Voilà. Et ensuite, je vais éloigner mon sujet de son arrière-plan de cette manière. Du coup, mon arrière-plan se trouve plus loin de mon sujet. Et là, je refais la même photo avec à peu près le même cadrage. Je rappelle que je ne touche ni à la focale, ni à la distance de mise au point, parce que je vais mettre à peu près à la même distance, ni à l'ouverture. Et voilà. Et ici, eh bien, j'ai pris 2 photos et on va voir le résultat ensemble. Dans ma première photographie, l'arrière-plan reste présent. Il n'est pas net, mais il n'est pas vraiment flou. On a quand même une texture et on arrive à distinguer les détails.
Dans la seconde photographie, eh bien, le mur derrière est complètement flou et mon sujet se détache vraiment de son arrière-plan. Et le plus surprenant dans ces deux photos, c'est qu'elles ont exactement la même profondeur de champ, à quelque chose près bien sûr. Et oui, puisqu'elles ont toutes les deux été prises à 55 mm, à f5.6 et à environ la même distance de mise au point. Je dis environ parce que bien évidemment ça a été fait à main levée. Mais j'ai essayé de conserver une distance de mise au point quasiment égale. Dans notre première photographie, rappelez-vous, notre mur était presque net. Et oui, c'est parce qu'il est quasiment à l'intérieur de la zone de profondeur de champ. En revanche, vu qu'il est à l'extérieur de cette zone, eh bien, il sera flou. Mais comme il est relativement proche, eh bien, on en distingue un certain nombre de détails. En revanche, dans la seconde photographie, on a conservé la même distance de mise au point, exactement les mêmes réglages, on s'est juste éloigné de notre mur. Ce qui fait que notre mur est beaucoup plus loin de cette zone de profondeur de champ. Du coup, il devient vraiment flou. Quand vous voulez flouter votre arrière-plan, il vous faudra donc penser à votre profondeur de champ, mais également ne pas oublier que la distance du sujet par rapport à son arrière-plan est importante. Et enfin, petite devinette, pour terminer cette vidéo, sur pas mal de boîtiers, on retrouve ce petit symbole. Mais peu de gens savent de quoi il s'agit. Mais je suis certain qu'un certain nombre d'entre vous le savent. Vous pouvez donc mettre votre réponse dans les commentaires, et je donnerai bien sûr la réponse dans la prochaine vidéo. J'offrirai aux 5 premiers gagnants un cours gratuit de 2 heures sur Paris. On ira grimacer ensemble dans les rues et boire un verre. Alors, on a vu aujourd'hui que notre profondeur de champ était régie principalement par 3 paramètres, et j'insiste sur le mot principalement, à savoir notre ouverture, notre distance de mise au point et notre focale. Notre ouverture, ça on le savait déjà depuis 1 ou 2 vidéos, à savoir que plus mon diaphragme est fermé, plus ma profondeur de champ est grande, et à l'inverse, plus mon diaphragme est ouvert, plus ma profondeur de champ est restreinte. On a vu aussi que la distance de mise au point, allait jouer sur notre profondeur de champ, puisque plus ma distance de mise au point est longue et plus ma profondeur de champ est grande, à l'inverse, plus ma distance de mise au point est courte et plus ma profondeur de champ va se réduire. Et on a vu que le dernier paramètre, à savoir la focale, pouvait aussi jouer sur la profondeur de champ, puisque plus ma focale sera longue, 180 mm, 200, 300 mm, plus ma profondeur de champ sera restreinte, et à l'inverse, plus ma focale sera courte, 10, 20, 30 mm, et plus ma profondeur de champ sera petite. On a vu aussi que cette profondeur de champ s'étend en règle générale de 1/3 devant le point de mise au point et de 2/3 derrière ce point. Et on a vu aussi l'importance de la distance sujet-arrière-plan lorsqu'on voulait flouter une image. J'espère que tout est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Nous avons la possibilité de se revoir la semaine prochaine à la même heure. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à partager la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aussi laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, ou un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir aussi. Allez, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, partageons. Si ça t'a pas suffi, tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner.